je vais parler un petit peu du cinéma, de ce qu'ont été nos rêves d'enfants. Et je vais aussi essayer de discuter, de parler du cinéma actuellement. Vous savez, le cinéma tel qu'il est perçu de nos jours, c'est un métier. Ce n'est pas seulement un métier, certains vous diront, c'est une religion. La religion de la scène, par exemple, pour être constatée comme l'art cinématographique. Mon père m'emmenait enfant dans les salles de cinéma. J'étais jeune, je voyais beaucoup de films et j'essayais de m'identifier aux héros comme le font tous les enfants en bas âge. Aujourd'hui, les choses ont changé, le monde a changé. Il n'est plus question seulement de rêver qu'on va peut-être être ou percer dans le cinéma, mais de participer d'une certaine façon ou de donner des idées. L'essentiel, c'est d'être actif. C'est ce que notre esprit laisse penser quelquefois. Nous ne devons pas nous laisser nous amoindrir sur certains faits que sont, par exemple, l'inactivité, la passivité dans la société. Et c'est pour ça que j'ai pris l'initiative de parler, de faire sortir ce que j'ai sur le cœur, ce qu'il y a de caché dans mon esprit, parce que j'ai écrit des scénarios, des textes pendant près de 12 ans. Bien sûr, je sais, probablement ces choses-là ne seront peut-être pas réalisables, mais en tant que personne qui aime sa société, qui espère peut-être ouvrir certaines portes qui sont cachées, camouflées pour d'autres, on se permet de parler, on se permet de dire des choses que l'on a sur le cœur et qu'on n'oserait jamais dire. Très souvent, je suis seul, je ne suis pas très, très sociable, parce que dans ma vie, je n'ai pas eu beaucoup de chance pour cela. Ma sociabilité n'intéresserait certainement pas tout le monde. Beaucoup de gens diront c'est trop personnel comme sujet de parler de votre sociabilité ou de parler. Mais venons-en au fait, au sujet précisément. Le cinéma marocain est ce qu'on essaye de donner le meilleur de nous-mêmes dans cette initiative, dans ce thème. J'ai écrit une histoire, un polar, sur les détournements d'avions. J'avais vu quand j'étais enfant le film Airport, qui m'avait frappé. Et depuis ce jour, une petite lueur s'est allumée dans mon esprit et j'ai été captivé par le monde de l'air, le monde des avions, des jets. Et donc, j'ai pris une initiative, je me suis dit, pourquoi ne pas écrire une histoire sur les détournements d'avions, sur quelque chose qui serait à la fois un scénario pour un film que j'ai appelé d'ailleurs le prototype. Et ce film pourrait peut-être arriver un jour à être compris. Les messages qui y sont des messages non pas antisociaux, mais purement pour justement se battre contre certains événements dans notre vie qui nous ont probablement bouleversés. Les événements sont bien sûr le piratage des avions, le terrorisme, les pirates de l'air par exemple. Et donc j'ai créé une petite histoire un petit peu abracadabrante puisque c'est un sujet qui évolue entre nous, le Maroc, le Maghreb, l'Europe, l'Italie, probablement les régions et l'Amérique du Sud, c'est-à-dire le héros de mon histoire est sud-américain. J'ai essayé de visualiser un héros qui aurait un aspect un peu à la Charles Bronson, archicache de notre enfance, qu'on voyait dans les livres, les bandes dessinées de Tintin et Milou quand on était enfant, pour justement représenter un personnage typique, bien précis dans ce domaine, quelqu'un qui correspondrait à l'histoire. Et donc le dialogue, le scénario, les scènes sont un petit peu diverses. Elles se situent en Europe, en Sicile, elles se situent au Maroc, à Casablanca, et elles se situent quelque part dans le désert. Voilà. Donc je vais essayer de vous résumer l'intrigue.
c'est une histoire un peu imaginée comme un polar extrêmement difficile à soutenir puisque c'est un détournement d'un avion prototype, le prototype est récent. Il s'agit d'un appareil qu'on appelle le SST. C'est un vieux projet abandonné par les Américains parce que Concorde avait mis le grappin dessus sur les avions hypersoniques qui peuvent atteindre 2000 supersoniques, les Mach 2, etc. Et donc cette histoire serait peut-être une lucarne, une fenêtre ouverte sur ce qui serait passé si le SST avait connu notre monde, si le projet avait évolué en mieux et si on avait obtenu vraiment un SST 2707 comme il est représenté dans les simulateurs de vol pour les jeunes, les moins jeunes et pour avoir des idées sur effectivement un appareil qui aurait été abandonné, hein, une espèce de fantôme de l'air, un appareil fantôme qui n'a pas fait long feu puisque Concorde a pris le dessus, le Concorde Ski aussi russe avait pris le dessus, mais le SST 2707 avait raté sa vocation comme avion, comme vedette des hypersoniques, des supersoniques. Moi, dans mon histoire, j'ai fait part de mercenaires, de pirates de l'air, des hitchhackers qu'on appelle dans le langage anglo-saxon, et qui veulent s'emparer de cet appareil qui est nouveau, qui n'est pas le SST 2707, mais le SST 2777, qui ne vole pas à Mach 2, mais qui vole à Mach 3.5. Donc, c'est un appareil que j'ai conçu, j'ai fait la forme de cet appareil, je l'ai imaginé comme la forme d'un SR-71, un Blackbird de l'armée américaine, mais pour usage civil. Et je me suis dit peut-être que comme ça, il serait intégré dans un film d'aventure que les jeunes et moins jeunes apprécieraient, en y introduisant un certain mélange dans les textes de structures rappelant un petit peu une forme d'un terme bien précis dans le cinéma qu'on appelle le suspense. Pourquoi le suspense? Parce que ce groupe de mercenaires, de pirates de l'air, ont placé des bombes à bord, des bombes qu'on appelle altimétriques, au radar altimétrique qui peuvent exploser dès qu'on descend en dessous des 4000 pieds. C'est la reprise d'une histoire qui a déjà existé, les bombes altimétriques, on en a vu dans certains films. Je m'en souviens très bien, c'était un film qui parlait justement d'un détournement d'appareil. Et donc le sujet a été repris, mais en plus de puissance, puisque l'appareil est censé se déplacer à des vitesses phénoménal, plus de Mach 3, en utilisant des technologies extrêmement évoluées. Et donc l'intrigue se joue entre Rome, il décolle de Rome, il survole la Corse, essaye d'atterrir à Toulouse, mais est détourné vers le Sahara. Pas n'importe quel Sahara, il est détourné vers un no man's land entre le Tchad et la Libye. Et cette organisation, constituée de 7 criminels puissants à bord, sont des gens hyper qualifiés dans les structures et sont comme une armée inscrite à l'intérieur de ce prototype pour essayer de voler la technologie de ces stratoréacteurs. J'ai parlé de stratoréacteurs en faisant référence à un jargon qui utiliserait une forme révolutionnaire de réacteurs d'avions qui ne peuvent pas aller à Mach 2000 km/h, mais qui peuvent atteindre des 3500 km/h. Voilà, donc le principal héros de l'histoire est un peu un héros anti-héros. On ne peut pas dire si c'est un héros ne peut pas être un criminel, mais dans cette intrigue, il joue le rôle d'un militaire puissant. C'est un colonel de l'Amérique du Sud. Il s'appelle Zorino Cortez. Ce Zorino Cortez est un homme extrêmement puissant dans le domaine des affaires internationales, puisqu'il a des couvertures par des chefs d'État. Et donc, il va s'y prendre avec une main de maître pour mettre le grappin sur le SST, parce qu'il veut absolument être payé et rançonné sur le détournement de cet appareil. Puisque c'est un vol inaugural, les gens ne s'en aperçoivent pas au début, mais les pirates de l'air insérés dans le prototype ont des
des armes et vont détourner l'avion pour essayer de le poser quelque part entre le Tchad et la Libye. C'est un no man's land, un aéroport désaffecté, une piste de fortune. Mais les deux Américains qui font partie, qui vont prendre le rôle des deux pilotes d'origine, qui sont le pilote français et un autre pilote d'origine de l'Est, le commandant français Alexandre Marivaux et son second Victor Natalian, qui vont d'abord essayer de déplacer le prototype dans des conséquences extrêmement difficiles. Au départ, ils font un vol de test et ont des personnes à bord qui ne sont pas censées être à bord, des gens puissants de la jet set aéronautique, des grands directeurs de sociétés aériennes. Et l'appareil se fait pirater en plein vol au-dessus de la Méditerranée et se retrouve dans des péripéties et avec des MiG libyens à son dos pour le descendre. C'est un petit peu un sujet un peu pris par le film Concorde 2000, où il y avait Alain Delon et un autre acteur, grand acteur américain, qui jouaient le rôle des commandants de bord et qui se sont là fait prendre en chasse par un missile, on s'en souvient, c'était le Airport 2000, le Concorde. Là, c'est autre chose. Là, c'est des MiG-25 qui vont essayer de descendre cet appareil parce que pour eux, c'est un intrus. Il est rentré dans l'espace aérien libyen et n'ayant aucune autorisation, il est considéré comme un avion espion. Et en étant considéré comme un avion espion, il doit absolument être abattu. Les péripéties commencent quand les deux pilotes militaires, les aventuriers américains, qui se sont introduits comme des personnes alliées au colonel Courtiez. D'ailleurs, le colonel est dans l'avion, il donne ses ordres. Il va demander à ce qu'on mette le plein de carburant quelquefois. Il va gueuler pour que les choses se passent convenablement bien à l'atterrissage parce qu'il veut récupérer cet avion à tout prix. Et son État le protège, c'est un État sud-américain. On ne sait pas si c'est le Paraguay ou l'Argentine. Tout ce que nous savons, c'est qu'il va y aller de main forte et réussir à détourner ce puissant jet et ne faire aucune victime à l'atterrissage dans le No Man's Land. Là commence une partie où les choses s'arrangent. On dit au colonel, vous avez gagné le jackpot. Vous allez recevoir votre argent parce qu'il devait être monnayé par une banque en Suisse, par des personnes qualifiées extrêmement riches. Ce qui se passe après, c'est que en posant le SST 2777 sur l'airstrip dans le No Man's Land, entre le Tchad et la Libye, les convoitises vont augmenter. Et des gens, une mafia en Asie, va vouloir s'emparer de cet appareil, mais pas de l'appareil lui-même, de ses pièces maîtresses de motorisation, d'engineering. Ces gens sont très puissants. Et là, l'intrigue doit continuer. On voit apparaître un général ex-soviétique russe qui va venir avec un Antonov 225 pour essayer de prendre les pièces et de les mettre en sécurité pour l'armée de la Russie. Et à un certain moment, on s'aperçoit qu'il y a du grabuge, parce que les gens qui sont tout autour de ce No Man's Land voient que l'avion est un bijou en plein désert et veulent s'en emparer. Ils veulent cet argent. Et il va y avoir des terroristes qui vont apparaître, des mercenaires des sables qui vont venir essayer de s'emparer de cet appareil. Mais Courtiez avait en tête tout un plan. Il savait qu'il devait entrer en relation avec une organisation criminelle qui se trouve en plein désert, près du désert égyptien et libyen. Et cette organisation lui explique qu'ils sont là depuis pas mal de siècles et que personne ne sait qu'ils existent. Et ces gens ont à leur tête le général Habib.
c'est un général, un bédouin d'Arabie, pas seulement de l'Arabie, mais de l'Égypte aussi. Et il a des hommes de main qui doivent s'emparer comment dire, qui savent qu'ils se sont emparés des structures de SST, mais là, le général Habib, dans un imbroglio, va expliquer que son État, qui n'est pas connu du monde entier, est un État imprenable. C'est un État où il vénère la reine du désert, la déesse du désert, c'est-à-dire, je ne dirais pas le mot, mais ils essayent d'expliquer que malgré leur aspect de croyants, ils sont des gens à part, qui n'ont aucun principe, et ils les expliquent que dans le contexte où ils sont, aucune armée au monde ne peut les envahir et les détruire parce que c'est un désert et toute forme de char ou d'offensive armée remettrait en question des états-majors puissants ne pouvant jamais avoir l'accès sur ce désert, sur cette area qui constitue la base de ce mystérieux général Habib. Voilà. Maintenant, l'histoire continue. Zorino fuit ou est relâché dans des conditions où il a été drogué. Il va vers Malte. Il demande d'aller vers Malte. Pourquoi? Parce que c'est à Malte que l'ordre de Malte combat les pirates, quelle que soit leur forme. Et Zorino Cortez arrive à s'en sortir à Malte. Mais malheureusement, un colonel marocain est là et a vu beaucoup de choses le concernant et s'est mis allié avec la police de l'air italienne pour arrêter le terrorisme, pour arrêter les pirates de l'air. Ah, l'intrigue continue. Zorino Cortez va être arrêté à Malte par la police maltaise, par Salah Ben Bouazza, qui est le colonel marocain des renseignements et qui le traque depuis qu'il sait qu'il a dans son talon quelque chose qui permet, un tracker, qui permet d'identifier ses moindres mouvements. Les choses vont se compliquer par la suite. Il y a dans l'intrigue une femme, un médecin, une Irlandaise, mais habitant en Italie. Cette Irlandaise, Zorino va tomber amoureux d'elle et les choses vont faire en sorte qu'ils vont après se retrouver en Amérique du Sud. Lisez le livre, le prototype. Vous aimerez beaucoup la finesse de ces aventures extraordinaires, campées dans un esprit du Maghreb, et vous saurez comment on perçoit les choses quand on est un simple civil qui essaye de se démener dans ce monde extraordinaire où il y a des milliards de possibilités. Voilà, donc c'est un petit peu le résumé de cette histoire qu'est le prototype. N'oubliez pas que le prototype est disponible. Je vous donnerai certaines références, ou je les ai peut-être déjà écrites, pour lire l'intrigue, pour lire l'histoire, le roman, le prototype. Il est un peu de forme scénaristique. Les scènes devraient être étudiées, puisque c'est le désert, l'Italie. Il y a aussi à Casablanca des aventures de Zorino Cortez. Quand il arrive, il trouve des amis à lui, des contacts, etc. Mais je vous en parlerai une autre fois. Bonsoir. Très content de vous écrire des histoires qui vous plairont.